Pour se libérer de ces attentes à tous les niveaux, il est préférable d'adopter une approche simple et applicable. Il est important de se centrer sur soi-même et de développer une vision de la vie basée sur des choses probables, sans s'attacher aux attentes. Il est également bénéfique de travailler sur l'ego, en faisant progressivement en sorte qu'il cesse d'avoir des attentes, et sur l'intelligence, afin de ne pas être assujetti par nos attentes. Les attentes font partie de l'évolution de l'ego, mais il n'y a pas de solution miracle pour s'en libérer. Il est utile de parler de nos attentes tout en se rappelant que ce que l'on dit n'a aucune conséquence réelle. En se centrant sur soi-même, en exprimant notre intelligence à travers qui nous sommes, et en laissant tomber les attentes, la patience s'installe progressivement. L'important est de ne pas se focaliser sur les attentes, mais de laisser la vie guider nos actions. Le texte parle de la manière dont nos idées et objectifs peuvent changer en cours de route. Il souligne que nos attentes peuvent nous aveugler et nous empêcher de voir d'autres possibilités. L'attente peut être dangereuse car elle peut obscurcir notre vision et nous empêcher d'atteindre notre véritable destination. Le texte aborde également des questions sur la pratique physique et mentionne que des problèmes digestifs peuvent être causés par un manque de compréhension intellectuelle de l'entraînement. Il explique que les corps physiques peuvent être renouvelés et rajeunis, et que l'idée de quitter le corps physique n'est pas possible pour la plupart d'entre nous. Le texte mentionne aussi qu'il y a des personnes qui dépendent trop des influences extérieures, et que si l'humanité ne change pas, beaucoup de gens partiront. Enfin, le texte aborde le trou que peut ressentir l'ego lorsqu'il n'est pas aimé, mais ne donne pas de réponse précise à cette question. Il semblerait que la personne qui pose la question souffre d'un manque d'amour et d'énergie pour nourrir son corps astral. Son ego est rempli de trous qui peuvent être comblés temporairement par l'amour émotionnel ou l'amour divin. Cependant, la personne a du mal à se connecter avec les autres et à s'alimenter énergétiquement à cause de ses inhibitions. Il est suggéré de se rapprocher de sa lignée familiale pour trouver une source d'énergie et de commencer à se désinhiber pour établir des contacts énergétiques avec les personnes qui nous entourent. Le chemin vers la désinhibition peut être compliqué en raison des raisons que l'ego peut donner, mais il est important de travailler avec les outils disponibles pour se conscientiser et être capable de s'alimenter énergétiquement. L'entourage de la personne pourrait fournir l'énergie nécessaire, mais celle-ci doit être capable de la recevoir. En résumé, la personne doit se désinhiber, s'ouvrir aux autres et se nourrir énergétiquement pour combler les manques ressentis. Dans ce texte, l'auteur évoque l'importance de se concentrer sur une seule partie de soi-même à la fois, afin de ne pas être manipulé. Il explique que les raisons que nous donnons pour nos actions ne sont souvent que des justifications de notre ego, et servent à nous empêcher d'accéder à notre véritable intelligence. L'auteur souligne également que notre ego est complexe et constitué de multiples facettes. Il insiste sur le fait que chaque individu est responsable de sa propre évolution et qu'il est essentiel d'appliquer ce que l'on sait et comprend pour avancer. Finalement, il mentionne qu'il est possible de faciliter ce travail en allégeant un peu la pression et en évitant de fuir les défis. La synthèse du texte suggère que pour faire face à nos propres défauts et imperfections, il est inutile de fuir ou de critiquer les autres, car cela ne résout pas nos propres problèmes. En se regardant honnêtement dans le miroir, on peut identifier ce qui ne va pas chez nous et chercher à changer. Cependant, il est important de ne pas trop se focaliser sur nos défauts et d'être bienveillant envers nous-mêmes. Nous ne devrions pas chercher à fuir qui nous sommes, mais plutôt chercher à nous comprendre et à évoluer. Le changement se produit progressivement et il faut souvent commencer par de petits pas. En concentrant notre intelligence sur une partie de nous-mêmes à la fois, nous pouvons progressivement prendre le contrôle de nos actions et améliorer notre conscience. Il est essentiel d'être patient et tolérant envers nous-mêmes. Dans ce processus d'auto-amélioration, le texte parle de l'importance de contrôler ses actions et son langage pour obtenir de bons résultats. Il évoque également l'importance de travailler depuis chez soi pour réduire la charge de travail et de commencer petit à petit. L'auteur mentionne ensuite les controverses autour de l'effet des ondes électromagnétiques sur l'être humain et propose des moyens de minimiser les effets néfastes, tels qu'une alimentation saine et la transparence de l'ego. Il aborde le sujet des fils électriques et explique que tous devraient être protégés pour limiter les perturbations électromagnétiques. Il recommande également de se retirer dans la nature de temps en temps pour se déconnecter de ces ondes. Ensuite, il parle de la construction d'un dôme en pleine forêt pour éliminer les effets des ondes électromagnétiques, en recouvrant la maison d'une fine couche de cuivre. Enfin, il souligne l'importance d'une bonne alimentation et d'un mode de vie sain pour réduire les effets néfastes de ces ondes.
Le conducteur émerge électromagnétique est une préoccupation importante. On cherche à éliminer autant que possible les champs électromagnétiques, notamment en s'éloignant des transformateurs et en veillant à notre bien-être. Cependant, la Terre émet elle-même des champs électromagnétiques, notamment grâce à la ceinture de Val à la Lune qui la protège des tempêtes solaires. Ces tempêtes peuvent causer des surcharges sur les lignes de haute tension. Par ailleurs, la Terre émet des radiations et le sol est radioactif, mais ces expositions restent mineures par rapport à d'autres sources d'irradiation, comme les voyages en avion. Le choix de l'homme nouveau est lié au choix des antennes supramentales, et si l'une des deux antennes doute et repousse le choix, cela peut créer des doutes chez ceux qui sont appelés à devenir nouveaux. Il n'y a pas de compétition entre les deux antennes, elles ont simplement des origines différentes. Certains peuvent se sentir plus proches de l'une ou de l'autre, mais les choix sont individuels et ne doivent pas être remis en question. La purification de l'âme ne se résume pas à une importante hémorragie, mais plutôt à une purification de ce que l'âme a exprimé à travers le corps physique. Enfin, la question des transfusions sanguines est abordée, faisant référence à la croyance des témoins de Jéhovah selon laquelle prendre l'âme de quelqu'un par une transfusion serait problématique. Le texte évoque la notion d'un mélange d'âmes, notamment dans la culture amérindienne où les individus se lient symboliquement en se partageant un peu de leur sang. Cela crée une intimité profonde entre les personnes, permettant de ressentir les émotions et de comprendre les pensées de l'autre. L'auteur se questionne également sur des phénomènes étranges qui se sont produits, comme des coups à la porte pendant la nuit, des sonnettes qui sonnent partiellement, sans avoir d'explication concrète à leur sujet. Il s'interroge sur la signification d'avoir du cœur au ventre et la différence entre en avoir et ne pas en avoir. Il aborde également le concept d'initiation et de préparation psychologique pour pouvoir faire face à des expériences hors du commun. Enfin, il mentionne le retour supposé de la planète Marduk et les conséquences qu'il pourrait avoir sur la Terre. La conclusion souligne qu'il est nécessaire de construire du courage et de maîtriser la peur pour pouvoir affronter ces nouvelles expériences. Le narrateur évoque différentes expériences de sa vie et des répétitions qu'il observait, telles que sa mère qui rinçait constamment ses verres de contact ou son homard en peluche qui semblait changer de place. Il explique que ces répétitions peuvent être courantes dans la vie de chacun. Le narrateur conseille de rester lucide et de ne pas s'attacher à une forme spécifique d'explication de l'avenir. Il souligne l'importance de ne pas être attaché à la compréhension personnelle et de ne pas chercher à contrôler l'ego, mais plutôt à l'observer et à l'intégrer intelligemment. Il préconise également de dormir lorsque le corps en a besoin et de devenir conscient pendant 1 minute par jour de façon intense plutôt que d'être à moitié conscient pendant 1 heure. Le narrateur encourage à rester fidèle à soi-même et à laisser l'ego bouger sans lutter contre lui. Finalement, il explique que le but est de s'élever au-dessus de l'ego et d'intégrer une part de l'intelligence supérieure. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets tels que l'inhibition de l'ego, la santé, l'évolution personnelle et l'utilisation des appareils à champs électromagnétiques. Il souligne l'importance de contrôler ses pensées et actions, et de s'auto-exprimer de manière authentique sans se comparer aux autres. Il mentionne également que les basses fréquences émises par certains appareils peuvent être dangereuses pour la santé, mais qu'ils peuvent également être bénéfiques dans certains cas. L'énergie vitale, yin ou yang, est également abordée, indiquant que plus une personne est évoluée, plus elle est susceptible d'être affectée par ces appareils. En ce qui concerne la cité de Seth mentionnée dans le livre, l'auteur explique dans le 2e tome que les personnes nées en dehors de cette cité peuvent désormais y être transférées, dans le but de rassembler les réincarnations du passé et de devenir pleinement qui elles sont. Le tome 2 de ce livre explore le concept de ramener des individus du passé dans le présent afin de les former et de les renvoyer dans le futur pour qu'ils puissent former d'autres personnes. L'idée est de changer la conscience des humains et faciliter l'émergence d'un homme nouveau. On évoque également la possibilité d'un conflit entre les êtres du côté obscur de la Lune, ceux de Ganymède et ceux du vaisseau mère, mais l'auteur souligne qu'il n'y aura jamais de guerre, seulement une recherche de compréhension et de communication. F est d'encourager chacun à descendre de l'avenir vers le présent et à modifier le cours de l'humanité. Pour cela, il est nécessaire que suffisamment de personnes soient éveillées et prêtes à agir. L'implantation d'un nouveau mode de pensée et de comportement doit retarder le point de bifurcation de l'humanité. La psychologie propose un processus similaire en encourageant l'expression des émotions refoulées pour les éteindre, mais l'auteur souligne que cela ne nécessite pas forcément une conscience profonde et critique certains psychologues qui manqueraient de conscience. L'idée exprimée ici est que lorsque nous rejetons les énergies qui nous nuisent, nous perdons de l'énergie, mais nous gagnons en santé.
La personne qui observe avec conscience ce qui se passe en elle développe son intelligence et sa conscience, devenant ainsi son propre psychiatre. Elle peut se désinhiber et surmonter ses peurs sans avoir besoin de l'aide des autres. En revanche, celui qui communique ses problèmes émotionnels a besoin de cette communication à plusieurs reprises dans le temps. La psychologie conventionnelle et les religions ne sont pas recommandées pour ceux qui cherchent à préserver leur énergie pour se conscientiser, mais elles sont utiles pour ceux qui cherchent simplement à survivre. Le pardon est également abordé, soulignant que ce n'est pas à Dieu de nous pardonner, mais à nous-mêmes et aux autres êtres humains. Enfin, l'idée de la fusion avec le plan intentionnel est mentionnée, mais il est précisé qu'il n'y a actuellement personne totalement fusionné dans cet état. Dans cette discussion, l'orateur met en garde contre les attentes excessives, soulignant le danger de s'arrêter au premier succès et de ne pas explorer toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Il explique que la planète n'est pas prête à recevoir pleinement l'intentionnel et que se désinhiber et se débarrasser de l'ego sont les moyens de mettre fin à la souffrance. Cependant, il reconnaît que certaines personnes doivent attendre que d'autres passent avant elles pour effectuer leur propre transformation. Il mentionne que Marie-Madeleine est une réincarnation tournée vers différentes femmes, mais que bientôt elle sera complètement résorbée. En ce qui concerne le livre des sages de Sion, il révèle qu'il a été écrit par les descendants des Esséniens, qui ont créé le gardien de l'horreur et ont joué un rôle clé dans le cadre sioniste juif, les croisades, la religion islamique et l'ordre des Templiers. Le livre présente un plan pour le salut planétaire après un apocalypse diabolique et le priori de Sion, qui est toujours puissant aujourd'hui, en est l'auteur. Le texte souligne que certaines découvertes sont faites de temps en temps et sont publiées dans des livres. Il affirme que tout ce qui est écrit est essentiel pour que l'humanité puisse avancer dans la bonne direction. Cependant, il rejette les informations provenant du priori de Sion, les considérant comme fausses malgré leur véracité. Le livre des sages de Sion n'a pas de prédiction particulière et ne perturbera pas le contact entre les individus ou ne leur fera pas de mal. Au contraire, les individus deviennent l'ennemi principal du priori de Sion et ceux qui prennent conscience de la situation doivent avoir pour objectif de sauver l'humanité en la libérant des mains des sionistes. Ils recevront le soutien nécessaire pour agir en conséquence. La question finale concerne la manière de concrétiser et d'implanter ce choix dans la réalité. La réponse est d'indiquer immédiatement une transition et de passer à une application pratique. Il est souligné qu'il est important de commencer à mettre en pratique ces choses sans paniquer ni devenir fou.